position. Hop, voilà. Et on va lui mettre le même masque aussi. Taisez-vous. Oh 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 oh. Il va falloir que j'aille me faire un café à un moment, les gars. Je vais devoir AFK et aller faire un café. Hein. Ça, c'est sûr. Donc là, au début, il bouge pas. Hein. Là, il tryhard de démarrer la voiture. Ouais, ça démarre ici. Donc c'est à partir de là que je vais mettre l'accélérateur. You know. Là, de nouveau, les roues immobilisées. Putain, j'entends les oiseaux. C'est terrible. C'est horrible ça. Alors ça par contre je déteste ça. C'est atroce. Les oiseaux. Putain de merde. Donc là ce qu'on va faire c'est enlever la Twingo, enlever ça. Voilà. On va exporter les roues juste comme ça. Exporter les frames. Roue IMO. Voilà. Voilà. Comme ça. On n'a plus qu'à remettre ça. Voilà. Ça met un peu de temps à s'arrêter je trouve. Pas trop long. Ce que je voudrais faire, c'est juste ça. Voilà. Ok, donc là il discute, donc il bouge pas. Et là il lui met un coup de flingue dans la gueule. Donc,
Ça, c'est tout ce qui concerne la position du calque. Donc là, c'est des images clés, hein, comme sur Vegas. Là, quand il sort le flingue, ce qui pourrait être intéressant, c'est que, donc ici, je laisse la position, ça reste tout le long. Et jusque là, peut-être qu'il pourrait sortir un peu comme ça. Ah non, ça marcherait pas. Non, ça le fait pas du tout. Faut juste qu'il reste dans sa caisse, hein. Voilà. Je sais pas si on voit bien l'arme, mais on va mettre un coup de flingue. Peut-être qu'il sort par le haut, sinon. Ah, pas évident. Je fais qu'il pète le toit. Là, d'un coup, il paraît trop gros par la Twingo. Ouais, comme ça fait un trick. Là, on dirait qu'il s'assoit sur le... Poum, voilà, il les met. Et là, à un moment où il tire, tu vois, hop, boum, la reculade. Ce qui est bien, c'est que tu vois les anciens mouvements aussi. Il laisse un petit fil. Tu vois ce que tu as fait. Du coup, là, c'est reparti. Hop, accélération. Freinage. Tu parles, Shinobu. Et vas-y, bah vas-y, Shinobu, je te mets au défi de... Vas-y, tu commences une vidéo à 8 heures. Et alors, tu fais l'audio. Alors déjà, tu imagines la structure. Tu fais l'audio. Shinobu, c'est un rageux de toute façon. Tout le temps en train de rager, toi. T'es en train de rager parce que tu sais que je suis supérieur à toi. Tu le sais très bien. Vas-y, fais-le, je t'en prie. Fais un live, vas-y, lance un live et dis, vas-y, je vais faire une vidéo. Vous allez voir, je suis meilleur que Yanitza. Que je rigole un peu là. Personne fait ce que je fais, personne. Ça n'existe pas un mec qui fait des vidéos aussi vite que moi sur YouTube français, tu le sais.
c'est très bien. Arrête d'être hypocrite. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le masque là. Là, ce que j'ai fait là, la plupart d'entre vous, vous mettriez une semaine à le faire. Ne serait-ce que faire le montage audio de la vidéo déjà. Et encore, ce serait moins bien que ma vidéo. Ça ressemblerait à rien, je suis sûr. C'est nul, Shinobu. Nul. 0/20. Là, je vais changer le masque. Nora, je dois avoir fait un don pour te faire clasher derrière. No hate. Please. Attention, hein, je risque de quitter le live parce que Shinobi est en train de me démotiver là. Je tiens à le dire tout de suite. Ok. Citrix des familles. Well, well, well. Et puis bon, mon film, franchement, je préfère prendre mon temps. De toute façon, qu'il sorte encore dans 2 3 mois, je veux dire dans 2 ans, tout le monde s'en foutra de savoir que le film est sorti à telle ou telle date. Il vaut mieux prendre son temps. N'écoutez pas les petits cons là, comme Shinobu là, qui est stressé de la life là. Fils de pute. Fais le malin là. Tu fais trop le malin, Shinobu. Tu te crois trop chaud en fait. Je vais faire un épisode sur toi. Je vais te défoncer. Excellent. What? Ah oui, t'as plus une accélération très rapide. Ah ouais, très rapide là. Bannissez-moi cet enfoiré de Shinobu là. Ok. Le problème c'est que les roues sont trop grosses. Tu vois, tu me respectes pas, tu me respectes pas. C'est mental l'anime qu'on peut faire avec ce sol. Bah là je te fais rien du tout, hein. Je te fais vraiment de l'anime de base, hein. Les roues sont déjà là. Ouais, mais tu peux bien te faire plaisir. C'est vachement maniable, c'est ultra. C'est super. C'est super.
C'est super. Oh là là, oh, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus, les gars. Ça va être dur, hein. Je crois pas que je vais tenir, hein. Malheureusement, je suis trop fatigué là. En plus, il y a tellement de taf. Beau te reposer, c'est la sortir. Oui, c'est sûr. Ouais, ça va. Le coup de flingue là, pas mal. Faudrait que Shinobi me donne 100 € pour que je continue. Non, non, je rigole, je rigole. Si après il va le faire, et je vais culpabiliser. Non, non, je rigole, Shinobi, hein. Ne me donne pas d'argent. Ok. Et ça va être Anchor. Voilà. Donc là. Il discute avec lui et il repart seulement là, hein. Yes. Hmm. Il récupère son papier. Voilà. Et là, il part. Alors, par contre, cette fois, il part pas trop vite. Donc, il part pas en mode free burn, là, comme à chaque fois. Il va partir en mode tranquillou. Mais tu l'as calculé, celui-là, négro. Radiant! Ça fait longtemps, hein. 6 mères, chef. Radiant. Putain. Merci, Radiant. 7,40 €. Tasco, baby. On sent que ça vous a manqué les 420, hein. C'est ouf. Merci beaucoup, Radiant. C'est très gentil. Écoutez, là j'ai la flemme. Allez, vite. Ouais, ça va. Quel bordel. Alors là, faudra mettre de la fumée dans la bagnole, par contre. Ok.
Est-ce que je t'ai vexé, Shinobu? J'espère que je t'ai pas vexé. Tu m'as quand même donné 42 €. Et voilà. Bon là j'ai certainement fait le truc le plus chiant à faire de l'épisode. Très certainement. Très très certainement. Alors j'ai un effet de fumée quelque part. Conçu comme son propre fondement. Eh bien, ce discours... L'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement. Eh bien, ce discours... That's Monkey's signature. C'est une fausse signature, comme ça le mec pourra pas la toucher. Conçu comme son propre fondement. Eh bien, ce discours... On entend la voix du présentateur, là, je sais plus comment il s'appelle. Monsieur Zemmour, alors, est-ce que vous pensez que la France... Je réponds pas aux questions. Mais pourquoi est-ce que vous répondez pas aux questions? Mais vous êtes tellement extrême là-dessus. Cher monsieur, je suis pas une vache et vous ne criez pas mon lait. Ok, votre intelligence, c'est votre lait. Je pense ce que je veux et je n'ai pas à vous répondre. Non, c'est sûr, mais je sais que vous êtes assez accessible, que vous donnez des interviews assez That's facilement, donc je suis un peu... Monkey's signature. C'est une fausse signature, comme ça le mec On pourra va pas la marcher toucher. l'un à côté de l'autre sans parler. Monsieur Zemmour, 2, 3 questions. Regardez là, vous m'emmerdez, ok? Mais pourquoi vous mettez dans tous vos états? Je ne me mets pas dans tous mes états, vous m'emmerdez. Vous l'avez noté là, vous l'avez enregistré. Vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez.
Ça en a le cul. Vous arrêtez de me harceler comme ça, comme ça, comme ça. J'ai le droit de marcher dans la rue tout seul, tout seul, tout seul. Alors vous arrêtez de me harceler comme ça, comme ça, comme ça. J'ai le droit de marcher dans la rue tout seul, tout seul, tout seul. C'est vraiment des films de pervers. Hein. Tiens, j'ai Chers confinés, regardé chers que le... confinés. Parce jusqu'à que la oui, moitié. ici nous utiliserons J'ai bien l'écriture rigolé. inclusive, même en cas de crise. Et moi là, j'ai envie de vous sortir un peu de votre confinement. Bon alors les jalouses, comment ça se passe là Vous voyez, là je suis dans ma zone de confinement, je m'éloigne tout doucement de chez moi. Voilà, bon je suis confiné, voyez bien que pour moi c'est vraiment très dur d'être confiné chez moi. Et là je pense que je vais commettre une folie, ne refaites pas ça chez vous. Je vais sortir de la zone de confinement, je pense que là on sort de mon terrain, après cette barrière d'arbres là qui représente, sans doute, Ok, hein, je ça sais doit ce que être je ça, dois hein, faire là. qui représente la fin de chez moi quoi. Je vais ben voilà, je quitte mon chez moi, vas-y. Je suis chaud. J'espère que je vais survivre. Hein. Oh, je suis passé, la police n'est pas là, j'ai pas d'attestation sur moi, je suis Vous inarrêtable, je suis m'emmerdez. éternel. Et, En fait, je me suis perdu. vous Voilà, donc je sais pas par où ressortir, par où rentrer chez moi. Aidez-moi. Enfin, pas comme ça, vous avez compris quoi. Souvenez-vous, il y a quelques semaines encore, nous nous écharpions sur le cas Roman Polanski. On était là, ah oui, mais c'est un odieux pédophile, violeur, il ne mérite pas d'être récompensé. Et là, maintenant, nous sommes chez nous, à grelotter en ayant peur d'avoir le coronavirus. Qu'est-ce que c'était bien avant? Ne devenons-nous pas réactionnaires? Parce que oui, les Césars, c'était il y a à peine plus de 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Et en fait, dans les jours qui ont suivi, il y a eu plein de vidéos réactions au César, plein de vidéos réactions où les gens se sont emparés du dossier avec une connaissance formidable du dossier. Il faut le savoir, hein, les vidéastes travaillent leurs vidéos, ça se sait d'ailleurs. Hein, c'est bien pour ça que c'est un métier reconnu, être vidéaste. Et je me suis dit, est-ce que je réponds, est-ce que je ne réponds pas? Et puis finalement, le sujet est un peu passé de mode. Et là, Usul a sorti, il y a 48 heures, une vidéo pour parler de MeToo en France, de Roman Polanski, d'Adèle Haenel, etc. Et donc, on parle de morale et on parle de cinéma. Je suis un peu, on va dire, dans ma zone de confort. Je me suis dit, je vais regarder. Et forcément, c'était de la merde. Et on va expliquer pourquoi. Mais avant de commencer, pour moi, il y a déjà un problème, c'est qu'il commence avec cette blague-là. Ça, là, par exemple, le résultat des municipales. Bam, intérêt énorme. Hop, et puis ça va retomber comme ça. Voilà. Et ça, c'est le taux de saturation des gens. C'est-à-dire là, les gens en ont précisément plein le cul des municipales, par exemple. Voilà. Très bien. Bon, nous, si on veut parler des municipales, il faut attendre que là, ce soit redescendu. Il faut croiser la courbe. Et là, on fait notre épisode à peu près là, au moment où c'est intéressant. Voilà. Tu vois, c'est bien les dessins, c'est sérieux, ça fait sérieux. C'est pédagogique. Bah oui, parce que les gens, c'est un peu comme des enfants. Faut leur faire des dessins, sinon ils comprennent pas. Faut partir du principe qu'ils sont cons en fait. C'est ça. Alors oui, la blague pourrait être drôle. Voilà, on fait la comparaison entre la courbe de l'attention des gens et la courbe du coronavirus, etc. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas très drôle, mais voilà, bon, c'est une blague, ça arrive. Par contre, j'ai déjà un peu plus de problème avec ça en disant que faire des schémas, c'est infantiliser les gens, c'est les prendre pour des débiles. Sauf que non, en fait. Sauf que non, faire des schémas, ça permet tout simplement de mieux expliquer. C'est pas prendre les gens pour des débiles que de les considérer et de leur expliquer clairement les choses avec un schéma. Et d'ailleurs, beaucoup de vulgarisateurs devraient s'en inspirer, notamment y penser Bruce Benraham Ramram, parce que lui, par exemple, il publie des bouquins qui sont des pavés. Enfin, ils sont pavés juste parce que c'est écrit gros, hein, enfin voilà. Mais voilà, qui vend 20 €, hein, faut le savoir, hein, 20 € qui ont du vrai argent, hein, voilà. Qui sont des tapisseries un peu quasiment de ces textes avec des blagues pourries dedans. On dirait un petit vieux comme ça, tu sais, qui fait des blagues pour les jeunes et puis il se dit « Oh, je suis trop jeune, je suis trop dynamique. Voilà, je suis un vrai macroniste. » Et donc, il passe encore plus pour un vieux con ringard. Voilà, dans son bouquin, dans le premier tome, j'ai pas lu les autres, et il y a quasiment pas de schéma. Et c'est Voilà, tellement il y a ça. des petits dessins, il a fait des petits dessins, oh, regarde, c'est trop drôle, mais C'est par contre, il n'y a pas de tellement schéma. ça, Et donc, ouais. pour expliquer des phénomènes scientifiques sans schéma, je suis désolé, c'est compliqué. Voilà, mettez des schémas. Putain, si vous voulez que les gens comprennent, mettez des schémas, expliquez-les, ça va bien mieux marcher. Je patauge dans l'imbécilité. À part tes faits, passons au vif du sujet. Et dans ce contexte, 2 ans plus tard, Polanski, Et prenons le temps toujours d'y penser. poursuivi aux États-Unis pour des faits de pédocriminalité, sort un nouveau film et celui-ci s'appelle Pauvre Bruce. J'accuse. Bon, je pense pas qu'il ait voulu faire le parallèle entre l'acharnement judiciaire antisémite qu'a subi le capitaine Dreyfus et les multiples accusations de C'est pas viol, mal, de la harcèlement fumée sexuel de dont il est Widor. lui-même l'objet depuis La voiture quelques de années. Bruce Ce serait aussi, gonflé bien que quand dans même un comme truc parallèle. de En fait, qui est si, à il l'heure. l'a fait sur RTL en Parce que 2013 là-bas. et ses propos ont été repris dans une tribune de Libé en novembre 2019. Tout simplement.
Alors là, bon, bah, j'aimerais bien des sources. C'est-à-dire qu'en fait, là, il nous dit, oui, Roman Polanski s'est comparé à Dreyfus sur RTL, blablabla, mais dans la Écoutez, je description, vais il n'y a devoir pas les arrêter sources. le live À à l'image, cause il ne de montre Shinobu. pas ce dont il parle. Voilà. Et donc, bah, forcément, bah, oui, je pose la question, quelle est la source? Parce que moi, j'aimerais bien la consulter pour savoir ce qu'a exactement dit Polanski. Parce que pour moi, là, c'est pas vrai. Polanski, il a dit ça dans le dossier de presse. Alors, je le lis, laissez mon téléphone. Vous pouvez le télécharger, je vais le mettre en description. Donc là, c'est le dossier de presse de J'accuse. Ce film a été comme une catharsis pour vous? Non, je ne travaille pas comme ça. Mon travail n'est pas une thérapie. En revanche, je dois dire que je connais bon nombre des mécanismes de persécution qui sont à l'œuvre dans ce film, et cela m'a évidemment inspiré. Il dit qu'il connaît les mécanismes de persécution et qu'il s'en est servi dans son film. Là, il n'est pas en train de dire qu'il est Dreyfus. Je lis la question suivante. Les persécutions à votre égard ont commencé avec Sharon Tate? La façon dont les gens me voient, mon image, a effectivement commencé à se former avec la mort de Sharon Tate. Au moment de ce drame, alors que ce que j'avais à vivre était déjà atroce, la presse s'est emparée de cette tragédie, ne sachant trop comment la traiter, elle l'a fait de manière abjecte, en insinuant entre autres que je faisais partie des instigateurs de son meurtre, sur un fond de satanisme. Mon film Rosemary's Baby constituait la preuve que j'entretenais des rapports avec le diable. Cela a duré plusieurs mois, jusqu'à ce que la police ne retrouve finalement les vrais coupables. Charles Manson et sa famille, tout cela me poursuit aujourd'hui encore. Tout et n'importe quoi. C'est comme une boule de neige, chaque saison en ajoute une couche. Des histoires aberrantes de femmes que je n'ai jamais vues de ma vie et qui m'accusent de choses qui se seraient déroulées il y a plus d'un demi-siècle. Et ce qu'il dit là sur les mécanismes de persécution qui ont commencé avec Rosemary's Baby et le meurtre de Sharon Tate, c'est vrai. Il va suffire de regarder le documentaire Roman Polanski Wanted and Desired pour le voir, ils vont en parler. Roman Polanski a une réputation assez sulfureuse. Et ça a son importance. Parce que oui, effectivement, il a connu des mécanismes de persécution, ce sont les faits. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas violé Samantha Gamer. C'est pas ça qu'on est en train de te dire. Ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il a effectivement connu des mécanismes de persécution. En fait, le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses mal, c'est-à-dire violer des gamines, et il peut leur arriver des choses mal en retour. Les enfants. Et donc défendre le contraire, dire qu'il n'y aurait pas de persécution à l'encontre de Roman Polanski, ben en fait, c'est défendre une justice arbitraire. Oui, alors je vais m'expliquer. J'avais fait une vidéo donc sur Roman Polanski où j'ai expliqué toute l'affaire. Je vous conseille de la regarder ou de regarder le documentaire que je viens de citer si jamais vous voulez vraiment en savoir plus. Mais il y a eu une justice arbitraire à l'encontre de Roman Polanski parce que le juge, il adorait cette affaire, il ne voulait pas rendre la justice, que ce soit au nom de la victime ou bien au nom du peuple, il voulait juste faire de cette affaire médiatique un coup d'éclat pour sa propre carrière, parce que ça le faisait jubiler, on va dire, d'être à ce point mis en avant par les caméras. Et on a vu dans cette vidéo-là que si jamais on accepte la justice arbitraire, eh bien, on se dirige tout droit vers le fascisme. C'est-à-dire qu'un pédophile a le droit à la justice. Dire le contraire, c'est défendre une justice arbitraire. Un tueur d'enfants a le droit à la justice, tout comme un voleur a le droit à la justice, tout comme un délinquant fiscal a le droit à la justice. À partir du moment où tu dis telle catégorie de personnes n'a pas le droit à la justice, on va dire les pédophiles n'ont pas le droit à la justice, les tueurs d'enfants n'ont pas le droit à la justice, il se pose ensuite la question, ben, où est-ce que va s'arrêter? Est-ce qu'à un moment donné on va pas dire oui mais bon lui il a volé une petite vieille, c'est quand même un monstre et tout, oh ben allez hop, il n'a pas le droit non plus à la justice. Parce que là, Usul, il serait le premier à venir râler, à chouiner au racisme d'État, etc. si jamais, c'est un jeune de banlieue qui n'avait pas le droit à la justice. Parce qu'il ne faut pas oublier que la justice n'est pas la vengeance. D'ailleurs, pour tous ceux qui m'ont dit dans les commentaires de mon ancienne vidéo, ou bien qui m'ont dit sur Twitter, ouais, si, il faut se venger les pédophiles. Alors j'ai une citation de Nietzsche pour vous. Alors, j'ai déjà cité pas mal de fois, mais je pense que ça peut vous faire du bien, ça va vous calmer un peu, surtout si vous êtes un peu d'extrême droite, un peu ça vaudra pas du tout la vie. La guerre, par contre, est une autre affaire. Je tiens de nature les aptitudes guerrières. L'attaque est chez moi un mouvement instinctif. Pouvoir être ennemi. Cela fait peut-être supposer une nature vigoureuse. De toute façon, c'est une condition qui se rencontre chez toute nature vigoureuse. Celle-ci a besoin de résistance. Par conséquent, elle cherche la résistance. C'est tout moi, ça. Le penchant être agressif fait partie de la force aussi rigoureusement que le sentiment de vengeance et de rancune appartient à la faiblesse. La femme, par exemple, est rancunière. Cela tient à sa faiblesse. La vexation est une faiblesse. Aussi bien que sa sensibilité devant la misère étrangère. Et moi, je suis exactement là-dedans. Si tu éprouves du ressentiment pour Polanski parce que il y a 43 ans, il a violé une gamine, c'est simplement parce que tu n'as pas été assez fort. C'est pas très éternel retour, ça, comme ça, d'être systématiquement dans le ressentiment de nier sa propre vie, sa propre existence, dans le but de haïr et de détester les autres et de vouloir se venger. Mais surtout, cette affaire montre bien qu'il peut y avoir un problème de séparation des pouvoirs.
C'est-à-dire qu'en fait, le juge, qui voulait une affaire médiatique, qui voulait une affaire, comme dire, qui plaise au public, qui voulait plaire, on va dire. Alors certains disent que c'est pour sa réélection. Moi, j'ai pas forcément d'informations là-dessus. Mais effectivement, il peut y avoir un problème si une majorité, même si c'est juste une majorité bruyante, dicte au juge ce qu'il doit faire. Alors, pour ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le référendum d'initiative citoyenne, où j'ai fait une critique, bien que je sois pour ce référendum, j'en ai fait une critique pour tout simplement montrer que c'était pas la panacée. Et effectivement, il y a un problème de séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que pour Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, il est important que tous les pouvoirs soient séparés. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Parce que si jamais la majorité, on va dire si jamais on vote, tu votes pour tes lois, tu votes pour ton gouvernement et tu votes pour le, on va dire pour le juge qui va ensuite appliquer les peines, et ben ça veut dire qu'il peut y avoir une tyrannie de la majorité. C'est-à-dire que la majorité ensuite peut faire ce qu'elle veut. Et ben c'est un peu ce qui peut se passer dans le cas Polanski, c'est-à-dire que si la majorité s'amuse à dicter au juge ce qu'il doit faire, c'est-à-dire que le juge n'est plus indépendant. Et vu que la majorité vote également pour le législatif et pour l'exécutif, ça veut dire que la majorité a le plein pouvoir. Et si la majorité veut opprimer quelqu'un, opprimer un groupe, elle le peut. D'où la nécessité de séparer les pouvoirs. Et c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas pour des juges élus. Le fait d'avoir des juges indépendants permet un contre-pouvoir. Et là, il n'y a plus contre-pouvoir, c'est-à-dire que le juge ne voulait non pas faire ce qui était juste, il ne voulait pas faire ce qu'il fallait faire pour protéger, on va dire, le peuple de Roman Polanski, ou bien punir Roman Polanski. Non, ce qu'il voulait, c'était juste être mis en lumière. Et donc, en fait, en défendant ça, en faisant semblant que le procès s'est passé normalement, parce que c'est bien ce qu'il dit, en toile de fond, Usul, ouais, c'est un pédocriminel, il est recherché, mais il n'aborde pas du tout l'affaire Polanski, il n'aborde pas du tout le bordel juridique Roman Polanski. En fait, ce qu'il fait, c'est tout simplement, il justifie cette justice arbitraire. Justice arbitraire qui peut très bien se retourner contre ces simples citoyens. Soit c'est la justice pour tout le monde, soit malheureusement, ça va être la justice pour personne. Et donc là, je me pose la question, Usul, tu ne serais pas un fasciste par hasard à défendre une justice arbitraire? Usul, un antifasciste, tu serais en fait un fasciste. Mais ce serait surprenant ça quand même. Merde alors, c'est moi qui dois te donner des leçons de démocratie. Toute la salle applaudit. Toute la salle? Non. Un petit groupe de femmes résiste encore et toujours à la machine à blanchir les agresseurs sexuels, et c'est ainsi qu'Adèle Haenel s'est levée et a offert au monde du cinéma une image qui fera date. De quoi tu parles là? De quoi tu parles? Où est-ce qu'il y a un blanchiment? Où est-ce que Roman Polanski a été blanchi de son crime de viol lorsqu'il a obtenu un César? Pour la 5e fois un César de la meilleure réalisation. Où est-ce qu'il a été blanchi? On n'a pas dit il n'a pas violé. Personne n'a dit qu'il n'a pas violé. On a juste dit c'est un beau réalisateur. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'on ne récompense pas sa probité. D'accord? On récompense son talent de réalisateur. Et donc là, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Une réflexion pourrie sur la différenciation entre l'homme et l'artiste? Cette image, elle a fait jaser, bien sûr, parce que je vous rappelle qu'on a raté le coche MeToo. Ça veut dire que la salle, là, à ce moment-là, elle est remplie de gens qui ont plus ou moins raté le coche MeToo. Et ils sont là, oui, il faut séparer l'homme de l'artiste, on sait pas. Enfin, ils sont pas prêts, quoi. Mais attends, c'est pas Polanski qui fait un parallèle entre sa situation et l'affaire Dreyfus, donc entre lui et son œuvre? Il sépare rien, en fait. Oui, va dire ça Eric Zemmour. Bingo, voilà, putain, j'ai raison. Bon, c'est parce que j'ai déjà vu la vidéo, en fait, mais c'était prévisible. Mais ce qui est en fait prévisible, c'est ton argumentation de merde. Parce qu'en fait, tu n'argumentes pas, et donc ma question, c'est à quoi sert ta vidéo? Parce que ta vidéo ne va convaincre personne qui n'est pas déjà d'accord avec toi. Parce qu'effectivement, moi je ne suis pas quelqu'un qui sépare l'homme de l'artiste, pour moi c'est la même personne, l'un s'inspire de l'autre, j'ai pas de problème avec ça. Et là maintenant je vais devoir te détruire, je suis vraiment désolé, mais en fait tu cherches, d'accord? Tu cherches, t'es là, oui, donc Polanski fait pas de différence, blablabla, bah oui, il fait pas de différence du con. Par contre, je vais te prendre un autre exemple. Si on prend Marcel Proust, on n'a pas beaucoup parlé de Marcel Proust sur cette chaîne, mais si tu prends Marcel Proust, c'est quoi son œuvre la plus connue? À la recherche du temps perdu. Et qu'est-ce que c'est à la recherche du temps perdu? C'est une autobiographie. À votre avis, est-ce qu'il s'inspire de sa propre vie, Proust, pour écrire à la recherche du temps perdu si c'est une autobiographie? À ton avis, c'est bon, j'ai fait l'animation de la Twingo. Bien sûr qu'il s'inspire de sa donc propre vie. Donc maintenant que j'ai fait l'animation de la Twingo. Ça ne l'empêche pas d'écrire ça. Il a écrit un livre qui s'appelle Contre Sainte-Beuve et qui traite justement de la séparation entre l'homme et son œuvre. Voici ce que disait Sainte-Beuve, qui était un grand critique du 19e siècle, donc un peu de l'époque de Marcel Proust, qui faisait un peu référence. La littérature, disait Sainte-Beuve, n'est pas pour moi distincte, ou du moins séparable du reste de l'homme et de l'organisation. On ne saurait s'y prendre de trop de façons et de trop de goût pour connaître un homme, c'est-à-dire autre chose qu'un pur esprit. Tant qu'on ne sait pas adresser sur un auteur un certain nombre de questions, et qu'on n'y a pas répondu, ne fût-ce que pour soi seul, et tout bas, on n'est pas sûr de le tenir tout entier, quand bien même ces questions sembleraient les plus étrangères à la nature de ses écrits.
Que pensait-il de la religion? Comment était-il affecté du spectacle de la nature? Comment se comportait-il sur l'article des femmes, sur l'article de l'argent? Était-il riche, pauvre? Quel était son régime, sa manière de vivre journalière? Quel était son vice ou son faible? Aucune réponse à ces questions n'est indifférente pour juger l'auteur d'un livre et le livre lui-même, si ce livre n'est pas un traité de géométrie pure, si c'est surtout un ouvrage littéraire, c'est-à-dire où il entre de tout. Donc là, on peut dire que, en fait, Usul, il est dans cette catégorie-là. Il a besoin de savoir, Roman Polanski, comment il s'est comporté avec les femmes. Oh mon Dieu, il a violé une gamine. Oh, quelle horreur, ces films doivent être horribles. Il ne faut pas les récompenser, mon Dieu, ils doivent être mauvais. C'est la quarantaine, là. Je sens que je craque, là. Je sens que je craque. Peut-être que je dois m'évader. Sérieusement, moi, je vis ma meilleure vie. Enfin, moi, je suis ravi d'être là. Et donc là, je lis la réponse de Proust. Alors bien sûr, faut tout lire, c'est très dense. Proust donne plein de détails, vous ferez plaisir. Vous avez le temps, vous n'avez pas d'excuses pour pas lire Contre Sainte-Beuve. C'est disponible sur Wikisource. En aucun temps, Sainte-Beuve ne semble avoir compris ce qu'il y a de particulier dans l'inspiration et le travail littéraire, et ce qui le différencie entièrement des occupations des autres hommes et des occupations de l'écrivain. Il ne faisait pas de démarcation entre l'occupation littéraire, ou dans la solitude, faisant taire ces paroles qui sont aux autres autant qu'à nous, et celles avec lesquelles, même seuls, nous jugeons les choses sans être nous-mêmes. Nous nous remettons face à face avec nous-mêmes, nous tâchons d'entendre et de rendre le son vrai de notre cœur et non la conversation. Et ça continue pendant des pages, mais là ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est que pour Proust, ce n'est pas la même personne qui est en train d'écrire et qui parle dans les conversations et qui dit des trucs, etc. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, on ne dit pas la même chose lorsqu'on est face à du papier, lorsqu'on veut produire une œuvre artistique, que lorsqu'on est juste en train de converser dans un salon. Tout comme tu ne fais pas la même chose dans la vraie vie ou lorsque tu écris. Et je pense que même Usul peut s'en apercevoir, c'est-à-dire qu'il ne dit pas la même chose dans ses vidéos que ce qu'il va dire à ses potes dans une conversation. Avec ses amis dans une conversation, il va peut-être être beaucoup plus virulent, beaucoup plus violent que lorsqu'il est juste en train d'écrire une vidéo, il essaie d'être pensé, d'être posé, etc. Bon, visiblement, je suis pas sûr que ça marche vraiment dans ses vidéos. Et c'est pareil pour moi, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas dire la même chose en vidéo que les conneries que je peux raconter autour d'une bière. Je n'ai pas le même discours, je vais essayer d'être beaucoup plus précis et net dans mes vidéos, où là, autour d'une bière, je peux me permettre de raconter des conneries. Et si jamais vous n'êtes pas personnellement convaincu, d'accord, si toi, là, tu n'es pas convaincu de ce que je raconte, eh bien, essaye tout simplement d'écrire un livre. Tu verras bien que tu vas essayer de nuancer ton point de vue, tu vas essayer de faire en sorte que ton texte s'y plaise un peu, qu'il soit un peu incisif, mais tu vas pas te permettre peut-être toutes les errances que tu peux te permettre à l'oral. Sainte-Beuve, avec Balzac, fait comme toujours. Au lieu de parler de la femme de 30 ans de Balzac, il parle de la femme de 30 ans en dehors de Balzac. Et après quelques mots sur Balthazar Claës, je ne sais pas comment ça se prononce, de la recherche de l'absolu, il parle d'un Claës de la vie réelle qui a précisément laissé un ouvrage sur sa propre recherche de l'absolu et donne de longues citations sur cet opuscule, naturellement sans valeur littéraire. Et là on voit bien le problème, c'est-à-dire que en fait, il reproche à Sainte-Beuve de ne pas vraiment s'intéresser à la littérature. Et donc là, je peux faire le même reproche à Usul. Il ne s'intéresse pas réellement, là, maintenant, au cinéma. Et c'est bien entendu un problème. Là, il ne parle que de morale, il ne parle pas de cinéma. Et moi, je suis finalement comme Proust. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un film ait des qualités cinématographiques, que son auteur soit un violeur d'enfants, un tueur en série, qu'il ait tué sa femme. Eh bien moi je m'en fous, c'est pas ça qui va m'empêcher d'apprécier son film parce que son film est bon, son film a des qualités cinématographiques. Ce qui fait le bon cinéma, c'est pas la morale de son réalisateur, ce qui fait le bon cinéma, ça va être les qualités cinématographiques. Donc en fait, même pour Proust qui s'est inspiré de sa propre vie, tout comme Polanski s'est forcément inspiré de sa propre vie comme j'ai montré dans ma vidéo, eh bien, il faut séparer l'homme de son œuvre. Ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, même dans le livre La Contre Sainte-Beuve, il s'est un peu inspiré de sa propre vie. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment arrivé ou pas, mais il explique comment est-ce qu'il a eu l'idée d'écrire ce livre. Parce qu'en fait, il était là, couché dans son lit, il dormait, puis il voit sa mère qui rentre et sa mère, pour lui, elle est comme, il lit sur elle comme dans un livre ouvert. Regardez-moi ça. Il la voit qui pose nonchalamment le Figaro, comme ça, l'air de rien, face à lui, pour qu'en fait, mais assez proche, pour qu'en fait, il ne puisse pas ne pas remarquer qu'il avait posé le Figaro. Et puis là, il ouvre le Figaro, il lit comme ça le journal, et puis il se dit, oh mon Dieu, mais ils ont écrit un article sur la même chose que moi, oh, avec les mêmes mots que moi, avec ma signature. Et là, il se rend compte, mais c'est mon article. Et là, je vais essayer de vous lire comment est-ce que lui, il le lit. Et là, il pleut. Hein, c'est compliqué. Voilà. Des conditions de quarantaine qui ne sont pas évidentes. Hein. J'ouvris le journal. Tiens, justement un article sur le même sujet que moi. Non, mais c'est trop fort. Juste les mêmes mots. Je protesterai. Mais encore, les mêmes mots. Ma signature, c'est mon article.
Mais pendant une seconde, ma pensée entraînée par la vitesse acquise, et peut-être déjà un peu fatiguée à cette époque, continue à croire que ce n'est pas lui. Comme les vieux qui continuent un mouvement commencé. Mais vite, je reviens à cette idée, c'est mon article. Je saute un passage. Alors je prends le journal, comme si je ne savais pas qu'il y avait un article de moi. J'écarte exprès les yeux de l'endroit où sont mes phrases, essayant de recréer ce qui a plus de chances d'arriver, et faisant pencher la chance du côté que je crois, comme quelqu'un qui a attendu l'aise de l'intervalle entre les minutes, pour ne pas se laisser aller à compter trop vite. Je sens sur ma figure la moue de mon indifférence de lecteur non averti, puis mes yeux tombent sur mon article au milieu et je commence. Chaque mot m'apporte l'image que j'avais l'intention d'évoquer. À chaque phrase, dès le premier mot se dessine d'avance l'idée que je voulais exprimer. Mais ma phrase me l'apporte plus nombreuse, plus détaillée, enrichie, car autour je suis cependant un lecteur, en simple état de réceptivité. Et l'état où j'étais en écrivant était plus fécond, et à la même idée qui se recrée en moi en ce moment. J'ai ajouté alors des prolongements symétriques auxquels je ne pensais pas à l'instant en commençant la phrase, et qui m'émerveillent par leur ingéniosité. Réellement, il me paraît impossible que les 10 000 personnes qui lisent en ce moment l'article ne ressentent pas pour moi l'admiration que j'éprouve en ce moment pour moi-même. Bon, on voit qu'il était un peu mégalo, mais il a raison d'être mégalo. Franchement, ce qu'il écrit, c'est vraiment bon, ça nous évoque vraiment quelque chose. Et donc en fait, c'est ça le déclencheur, c'est-à-dire que pour lui, la lecture, ça doit être ça, ça doit être là, tu commences à lire, tu dois être émerveillé, tu dois te trouver, je sais pas, bouleversé par ce que tu viens de lire. La littérature doit t'évoquer quelque chose. Et il va même dire ça un peu plus loin dans le livre, alors je coupe pour vraiment mettre juste l'extrait en question. On ne peut compter en art que ce qui est exprimé ou ressenti. Dire que la Turquie n'est pas absente d'une œuvre, c'est dire que l'idée de la Turquie, la sensation de la Turquie. Et donc c'est ça, il va falloir... Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je vous souhaite de vous trouver dans un débat, tu vois. Ah, je crois que mon micro a bientôt plus de... de piles. Donc mon micro doit peut-être bugger. Je vous souhaite de vous retrouver dans un débat et de, je sais pas, de sortir un truc et qu'il y a un malaise incroyable qui s'instaure et que tout le monde vous regarde, tu vois, genre les yeux vides et tout. Genre putain, ce malaise, quoi. Et genre que ce malaise dure 2 minutes, 2-3 minutes. Et que vraiment, que vous suez du cul, quoi, pendant tout ce malaise, quoi. C'est tout ce que je vous souhaite. Ça vous apprendra. Bande de merde. Voilà. Bon. Allez les gars, je reviens de tout à l'heure. De toute façon, je continue le live tout à l'heure. En tout cas, le but c'est quand même de sortir la vidéo dimanche soir ou plus tard. Mais bon, si demain j'arrive, là je passe une 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 5 heures de sommeil. Bon, il me faut bien mes 8 heures de sommeil, moi. Je vais revenir vers 15-16 heures. Je vais revenir vers 15-16 heures. Et puis, bah, franchement, demain, si je m'y prends bien, je devrais terminer le film. Ouais. Au revoir, merci. Allez, je vous dis à demain. Merci pour vos soutiens. Merci beaucoup. Vos noms sont déjà inscrits dans le générique de fin. J'aurais voulu vous faire fond Verman, mais c'est pas une bonne idée de continuer à bosser quand on est trop fatigué, on fait de la merde. C'est pas une bonne idée. À demain sur Twitch, pas sur YouTube. Sur Twitch. Vers 15-16 heures, je dirais, je sais pas trop. Je préfère pas donner d'heure, comme ça au moins vous n'êtes pas déçus. Vous fermez vos gueules et vous restez dans les environs et vous verrez bien quand je serai connecté. Ok? Allez, passez une bonne nuit. On se dit à tout à l'heure. Au revoir, merci.